qu'est-ce que la mémoire? Alors, cette question éveille tellement d'éléments enfin, tellement de controverses, ben, controverses dans le sens que on n'a pas à proprement parler une définition bien assise sur la mémoire, mais plutôt on définit la mémoire par rapport à ce qu'elle n'est pas par rapport à l'histoire. On va le voir. Là, je suis dans le cadre de ma thèse. Je dis que plusieurs travaux qui font référence à la mémoire diront d'emblée qu'elle n'est pas l'histoire. Donc, je fais référence à Nora, je fais référence à Doss, je fais référence à Ricoeur. En d'autres termes, il apparaît que traditionnellement, son sens s'exprime mieux à travers l'établissement de sa différence avec l'histoire. Disons qu'elle se nourrit des histoires. Si au départ, les débats sur la mémoire de l'esclavage ont semblé avoir l'air superflus, au fur et à mesure, elle prend une part importante dans la narration d'histoires douloureuses vécues par des peuples, des communautés ou des individus. Souvent, en l'absence d'éléments d'histoire constitués ou dans le cas d'un passé récent, la mémoire constitue le seul instrument pour satisfaire aux besoins pressants de communiquer ses ressentiments ou de faire connaître cette douleur par rapport à son passé. Maurice Holbach, pour les différencier en citant Jesse Alves de Seissas, explique que l'histoire concerne le passé, à savoir les morts, et la mémoire renvoie au présent, à savoir les vivants. Pianura présente les lieux de mémoire comme des possibilités interposées entre histoire et mémoire. De son point de vue, il existe différentes façons de se souvenir en fonction des cultures. Une approche qui part du présupposé que le passé n'a pas été donné, n'est pas donné, mais qu'il est constamment construit et présenté. Donc ça, c'est le point de vue de Vera Dodede. Ruth Van Dyck aborde la mémoire comme une pratique de médiation culturelle qui pourrait être utilisée comme un outil d'analyse pour mieux comprendre les questions liées à l'identité culturelle d'une communauté. Une identité qui s'acquiert par la matérialisation d'un événement ou d'un événement dans le lieu en question. La mémoire est préconisée comme une mémoire partagée par un groupe vivant dans une situation commune. C'est pourquoi Maurice Holbach préfère parler de la mémoire collective. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, vont apparaître certains concepts que je vais essayer de développer un petit peu plus bas. Les souvenirs ne sont pas créés dans un espace neutre, isolé des autres individus, car l'essentiel est que les souvenirs se partagent pour qu'ils perdurent. Le présent guide l'acte de se souvenir du passé. Par conséquent, à mesure que la situation de l'individu change, son passé change aussi. Ça, c'est le point de vue de Maurice Holbach dans son texte « La mémoire collective ». Et dans la compréhension de Jean d'Avalon, de la pensée de Holbach, Jean d'Avalon croit que ce sont les individus du groupement qui sont porteurs de la mémoire et qui la manifestent. Pour répondre tout simplement à la question au regard de ce qui a été mentionné précédemment, à savoir qu'est-ce que la mémoire, on peut résumer pour dire que la mémoire est le processus par lequel nous nous souvenons des événements passés. Elle est essentielle pour comprendre le présent et préparer l'avenir. La mémoire peut être considérée comme un moyen de préserver et de transmettre des informations, des souvenirs et des expériences du passé. Elle permet aux individus de se rappeler des événements, des personnes, des lieux qui ont marqué leur vie. Et la mémoire est donc un outil essentiel pour comprendre le passé et apprendre de ses erreurs.
Alors, en parlant, en développant ces éléments, ces idées, il y a quelques concepts qui nous sont parvenus. À parler de la mémoire sociale, la mémoire individuelle, la mémoire collective, la mémoire culturelle. Mais avant d'entrer dans cet aspect, dans cette partie, de développer ces concepts, j'aimerais vous faire une lecture d'une autre partie de mon cadre théorique qui présente un petit peu la genèse du concept de mémoire. L'émergence de la mémoire comme mode de discours est une caractéristique importante dans notre société mondialisée et médiatisée aujourd'hui. Elle semble se référer, dans un premier temps, à une réflexion sur une civilisation en crise, en quête de perspectives et de repères dans le passé. Dans un second temps, elle semble provoquer une réflexion sur la construction de la nation. C'est pourquoi les analyses sur les lieux de mémoire de Pierre Nora ont été révélées pertinentes pour observer et comprendre la question au regard des préoccupations mémorielles en Europe et dans les Amériques. Cette irruption de la mémoire semble s'inscrire dans un processus individuel, mais s'établit aussi comme processus collectif qui se manifeste dans les discours des groupes qui revendent une identité particulière comme celle des descendants d'esclaves ou d'anciens colonisés. Qui plus est, elle se manifeste peu à peu dans des projets qui se déroulent dans l'espace public comme dans des musées, des sites et des activités de commémoration. Du coup, des histoires d'atrocités subies des êtres humains par des êtres humains sont sorties du placard et font l'objet de mémoires de traumatisme dont on peine parfois à se défaire, comme la mémoire de l'esclavage, évidemment. Les notions de mémoire, de témoignage et de patrimoine sont abordées tout en examinant les éléments contextuels qui ont conduit à l'émergence de la mémoire de l'esclavage sur les continents bordant l'Atlantique. Au passage, des phénomènes désignés comme la patrimonialisation de la mémoire de l'esclavage et de la traite atlantique sont également abordés, sans oublier l'établissement de l'institution esclavagiste en Afrique et dans les Amériques. En prenant comme exemple certaines initiatives entreprises par des communautés formées de descendants d'esclaves, j'aborde la question de la remémoration et de la mémoire publique de l'esclavage qui se manifeste à travers les musées et les monuments. Maintenant, on va essayer, j'ai essayé de tenter, disons, une sorte de théorisation du concept de la mémoire et de la mémoire de l'esclavage, mais à partir de cette genèse que j'ai essayé de voir sur le concept de la mémoire. Donc, pour présenter cette tentative de théorisation, j'ai dit qu'au début du XXe siècle, Maurice Holbach a commencé à mobiliser le concept de mémoire dans l'optique de rendre compte du poids du passé économique sur la représentation de la société que se sont fait les êtres humains. Dans ce contexte, il fallait réfléchir, d'une part, sur une civilisation européenne foncièrement en crise, en quête de perspectives et de repères historiques. D'autre part, réfléchir sur l'idée de la reconstruction de la nation dans un contexte où cette ambition est minée par un passé violent. Là, je fais référence à la Grande Guerre, à la Première Guerre mondiale. Pour Holbach, parce que toute la réflexion, ce que vous devez savoir, toute la réflexion autour de la mémoire pour Holbach, c'était de servir à apporter une solution, des solutions, disons, palliatives par rapport à la perte de repères, à la perte disons, aux revendications mémorielles des peuples qui ont été ravagés par la Première Guerre mondiale. Pour Holbach, la mémoire ne fait pas revivre le passé, mais plutôt en assure la reconstruction.
la reconstruction, illustrant à quel point le passé peut être vu comme déterminant pour le maintien de la cohésion au présent, mais aussi pour dégager des pistes d'espoir pour des populations désorientées par leur expérience passée. Holbach a tenté de saisir le lien entre des problèmes sociaux de son époque et le traumatisme causé par la Grande Guerre. Son œuvre capitale portant sur les cadres sociaux de la mémoire, qui a été publiée en 1925, a permis aux sciences sociales et humaines d'identifier des éléments pertinents à la compréhension, et à la résolution des troubles affectifs, de problèmes de reviviscence, de cauchemars, mais aussi de dysfonctionnement dans les rapports entre des personnes entre eux. Des intellectuels de son époque, comme Marc Bloch, par exemple, ont critiqué les assises théoriques de l'analyse de Holbach, mais ont néanmoins trouvé en l'œuvre une contribution majeure au développement de la discipline des sciences sociales. Son œuvre posthume, intitulée « La mémoire collective », publiée en 1950, épure des questions liées à la mémoire, au souvenir et à la reconstruction des souvenirs et viendra définir par la même occasion un champ de réflexion majeur pour les sciences sociales. Donc, de son angle d'approche, Holbach a réfléchi au fonctionnement de la mémoire pour mettre en évidence l'existence des cadres sociaux de la mémoire collective agencés par la mémoire individuelle. Ces traces du passé dans le présent peuvent se présenter, par exemple, sous forme d'anecdotes, voire de pactes du silence, d'objets, de maisons, de photos, de ressemblances physiques liant des membres d'une même famille et d'une même communauté et leur permettant de façon symbolique de voyager ensemble à travers le temps. Holbach a décrit ces processus de remémoration en les plaçant sur le concept général de cadres sociaux de la mémoire, qu'il analyse longuement sur une approche phénoménologique. Il défend la thèse durkheimienne selon laquelle le fonctionnement d'une société est avant tout une question de cohésion sociale. Donc, c'est comme pour lui, il défend normalement, c'est l'assise de la théorie fonctionnaliste qui voit, par exemple, la société comme un tout. C'est comme le dysfonctionnement d'une partie de ce tout cause le dysfonctionnement de tout le système. Cette exigence passait, selon lui, par le partage d'une mémoire unifiée, idée qui informe l'expression de mémoire collective utilisée par l'auteur. Holbach postule des tensions entre la mémoire individuelle et la mémoire collective et voit la pluralité de ces mémoires comme des sources de déformation du passé. Il incombe, selon lui, à la société de reconstituer une mémoire collective partagée. Pour illustrer, Holbach précise que les divers groupes en lesquels se décompose la société sont capables à chaque instant de reconstruire leur passé. Mais, nous l'avons vu, le plus souvent, en même temps qu'ils le reconstituent, ils le déforment. Ça, c'est le point de vue de Holbach dans le texte de la mémoire collective, dans les pages c'est toute une idée qui est développée dans les pages 27 à 38. Déjà, Holbach établissait un lien entre la mémoire collective et les lieux. Pour lui, la mémoire collective renvoie aux souvenirs et aux représentations du passé dont sont porteurs des individus liés par une expérience commune. Le lieu, selon lui, a reçu l'empreinte du groupe et réciproquement. Les espaces, du fait de leur relative stabilité, donnent l'illusion de ne pas changer avec le temps et de nous permettre d'y retrouver le passé dans le présent. Et le fait d'associer la mémoire au lieu met également en évidence pour Holbach l'importance de considérer les objets témoins associés à ces lieux, comme par exemple les monuments. Donc, pour illustrer tout cela, je vais citer cette citation de Holbach pour dire « Et les lieux participent de la stabilité des choses matérielles
et c'est en se fixant sur eux, en s'enfermant dans leurs limites et en pliant son attitude à leur disposition, que la pensée collective du groupe des croyants a le plus de chances de s'immobiliser et de durer. Telle est bien la condition de la mémoire. Fin de citation. Erika Apfelbaum figure parmi les multiples intellectuels qui reconnaissent aujourd'hui les apports du concept de mémoire collective tel qu'utilisé par Maurice Holbach. Elle les formule, à savoir Erika, elle les formule dans les termes suivants. Je cite, « En plaçant la mémoire collective au cœur même du développement historique de l'humanité, Holbach apporte une approche innovante à la recherche historique, initiant un véritable changement de paradigme dans la conception dominante de la discipline. » Fin de citation. Alors, cette conception de la mémoire semble faire intervenir un rapport à l'histoire présent chez Walter Benjamin qui place les assujettis de l'histoire dans un rôle de vainqueur, dans la mesure où il leur est possible d'interrompre le cours normal de l'écriture de l'histoire imposée pour en revendiquer la leur. Donc, c'est ce qui amène Walter Benjamin à parler du concept d'historiographie matérialiste. Et cette lecture trouve certainement écho dans la manière dont nous considérons aujourd'hui l'esclavage et sa mémoire de Saint-Domingue à Haïti aujourd'hui. Maintenant, on va essayer d'aborder le point de vue de Maurice Holbach sur la mémoire, mais tout en se servant du concept des lieux de mémoire. L'importance pour Holbach d'associer la mémoire à la matérialité et à l'espace a pris corps plus tard dans les réflexions de Pierre Nora, qui lui proposa le concept de lieu de mémoire. Le postulat de Nora repose dans la foulée de Holbach sur le fait qu'on ne peut pas penser la mémoire ou des événements dont on se souvient sans se référer à l'espace où la mémoire travaille. Un thème de réflexion qui sera très fécond dans les travaux de Nora est celui de la désacralisation des symboles de la nation en France, par exemple. Il mènera à s'interroger sur la manière dont ces symboles qui s'inscrivent dans diverses manières dans les espaces publics, selon les époques, constituent une clé de lecture de l'évolution du récit national. Son concept de lieu de mémoire, à savoir le concept de Pierre Nora, a eu une résonance importante en histoire, en sociologie, en anthropologie et dans les études mémorielles et patrimoniales en général. Donc, si on doit en croire à Philippe Joutard, Paul Ricoeur, pour ne citer que cela. Comme Holbach, Nora mettra l'accent sur l'opposition entre mémoire et l'histoire, mémoire et histoire. La première, selon lui, à savoir la mémoire, serait toujours portée par des groupes vivants et à ce titre en évolution permanente, ouverte à une dialectique ou bien à la dialectique du souvenir et de l'amnésie inconsciente de ces déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations susceptibles de longue latence et de soudaine revitalisation. La seconde, en revanche, à savoir l'histoire, est vue comme la reconstitution toujours problématique de ce qui n'est plus, de ce qui n'existe plus. Le lieu de mémoire s'inscrit dans cette dichotomie entre histoire et mémoire comme une unité significative d'analyse. D'ordre matériel ou idéal, il est vu comme façonné par la volonté des agents sociaux ou par le travail du temps qui en font un élément symbolique du patrimoine mémoriel, d'une quelconque communauté. L'idée de lieu de mémoire évoque chez Pierre Nora celle de l'identité et de la construction de la nation à partir de symboles et des récits dans lesquels la mémoire est incarnée. Cette idée est pensée comme la trace du passé dans le présent, c'est-à-dire comme effet du passé vécu collectivement. Maintenant, voyons voir la pensée de Paul Ricoeur sur la mémoire. Qu'est-ce que Paul Ricoeur, lui, il pense de la mémoire? Parfois, en porte-à-faux
par rapport aux analyses de Nora, Ricoeur a examiné les réflexions, bien les relations entretenues entre divers modes de passé, ou bien entre divers modes d'accès au passé, et a tenté d'analyser les enjeux identitaires qui semblent influencer des réflexions nouvelles dans le domaine de l'anthropologie en lien avec la mémoire. Les recherches de Jacob Climo, Maria Cattell et Rebecca Fraser en témoignent de l'importance de cet angle d'approche pour appuyer cette similarité entre mémoire collective et la mémoire sociale. Climo et Cattell ont rapporté les propos de Yerushalmi, tout en citant Maurice Holbach, évidemment, qui croit que la mémoire collective n'est pas une métaphore, mais une réalité sociale transmise et entretenue par des efforts conscients entre les institutions et les groupes. Il constitue, en s'appuyant sur Holbach, il continue en s'appuyant sur Holbach pour considérer que les groupes sociaux constituent leurs propres images du monde à travers des versions du passé sur lesquelles ils s'accordent, versions construites par la communication et non par des souvenirs privés. Donc là, je rapporte des propos de Climo, de Jacob Climo et Maria Cattell. Ces auteurs, dans leurs travaux, examinent les relations entre les mémoires individuelles et les mémoires sociales ou collectives au regard des sites de mémoire, des objets, des pratiques corporelles, des pratiques rituelles ou des pratiques symboliques. Ils explorent le concept de mémoire dans le viseur du souvenir, du silence, de l'oubli, de la réconciliation et de la réparation. Ces champs d'analyse se révèlent d'une importance capitale pour les sciences sociales, en particulier pour l'anthropologie. Son rôle dans cette présente recherche n'est plus à démontrer. Et voilà. Alors, il y a quelques réflexions que j'émets autour de cette va-et-vient, ou de ce va-et-vient entre la mémoire et l'histoire, ou cette considération de Maurice Holbach à Paul Ricoeur en passant par Pierre Nora. J'ai dit que parler de la mémoire de l'esclavage implique de considérer un blocage au niveau mémoriel qui s'opère dans la mémoire collective dans les Caraïbes et sur le continent américain. Ce blocage est censé être lié à la construction à la construction et à la considération de la mémoire de l'esclavage depuis le continent africain. Le premier problème est lié au fait qu'on a pu établir que sur le continent africain, il y avait véritablement des pratiques esclavagistes et que ces activités ont en quelque sorte facilité la traite. Le deuxième problème, par contre, est lié au fait qu'on a souvent tendance à confondre la traite et l'esclavage. On est donc supposé de se poser la question de savoir, est-ce que la mémoire de la traite est la mémoire de l'esclavage? Et le troisième élément à considérer est la question de la captivité et l'esclavage. La question clé est de savoir à quel point un individu peut être considéré comme étant en situation d'esclavage. Est-ce que on peut considérer la personne est considérée en situation d'esclavage au moment de la razzia ou à partir du moment où la personne mise en captivité débarque sur l'île de Saint-Domingue, par exemple, ou dans différents coins des Amériques, vendus puis mis en condition d'esclavage. Il se trouve que dans la mémoire collective, on n'établit pas cette distinction. Pour certains, les colons ont pris des centaines de milliers d'Africains, les mettre en esclavage, comme quoi depuis les rivages de Gorée, de l'île de Gorée au Sénégal ou de Ouida au Bénin, on pense que les gens avaient déjà été mis en esclavage. Or, on craint que ce ne soit une partie d'histoire sur laquelle on devrait s'étaler
davantage pour mieux comprendre les complexités de cette distinction qui vient d'être mentionnée. Une fois cette distinction établie, on saura dégager une définition claire de l'esclavage adaptée à la réalité des Amériques noires. J'ai dit à la réalité des Amériques noires, pourquoi? Parce que la mémoire de l'esclavage racontée par les Afro-Américains n'est pas la même mémoire de l'esclavage racontée par les Américains issus de l'Angleterre, par exemple. Le quatrième élément à considérer qui est censé nous intéresser lorsque nous parlons de la mémoire de l'esclavage, c'est la mémoire des marrons. Cette mémoire est très importante à considérer pour la simple et bonne raison que, du point de vue du droit colonial français, le marron est perçu comme un esclave évadé, c'est-à-dire un esclave qui a laissé son cadre naturel de vie et de fonctionnement, qui est l'habitation coloniale, et qui lui a été imposé depuis son achat, ou bien depuis son débarquement et son achat. Alors que il se donne, le marron se donne le droit de circuler. Maintenant, si le marron se donne le droit de circuler, pour moi, vu de ce point de vue, le colon, lui, il perçoit le marron comme étant... alors, si le marron se donne le droit de circuler, alors que du point de vue, donc de son point de vue, il se perçoit comme un homme ou une femme en liberté. Cela dit, ce sont des dispositifs épistémologiques et méthodologiques. Alors, je pose la question, je dis, quels sont les dispositifs épistémologiques et méthodologiques qui pourraient être envisagés pour cerner la question de la mémoire de l'esclavage si, au départ, le concept de l'esclavage n'est pas bien construit? À savoir, si on parle de la mémoire, donc, pour la mémoire du marron, par exemple, il n'est pas perçu, on ne peut pas utiliser les mêmes matériaux pour analyser cette mémoire par rapport au point de vue de la mémoire du maître, par exemple, ou bien de l'esclavagiste. Parce que, vu de son point de vue, l'esclave étant, comment dire, il laisse son habitat naturel de vie, donc il est vu comme un esclave en fuite. Alors que du point de vue du marron, lui, il s'est arraché sa liberté. Donc, il est un homme ou une femme libre. Donc, à ce moment-là, il va falloir établir, je pense qu'il va falloir établir les frontières pour qu'on puisse plus ou moins s'asseoir pour dire quand parler de telle mémoire par rapport à tel autre type de mémoire. Maintenant, si nous regardons la chose du point de vue mémoriel, nous dirons sans doute qu'il convient de prêter attention à la confusion qui résulterait de l'utilisation du concept par les historiens, les anthropologues et les sociologues, et même par les entrepreneurs de mémoire. Cela n'empêche pas pour autant de considérer comme non négligeables les approches théoriques mentionnées précédemment, tout en y ajoutant les travaux de François Hartog sur les régimes d'historicité. La compréhension de l'auteur sur les régimes d'historicité est ainsi formulée. Je cite, « Formulée à partir de notre contemporain, l'hypothèse du régime d'historicité devrait permettre le déploiement d'un questionnement d'historien sur nos rapports au temps. Historien, en ce sens qu'il joue sur plusieurs temps, en instaurant un va-et-vient entre présent et passé, ou mieux, des passés éventuellement très éloignés dans un temps, tant dans le temps que dans l'espace. » Fin de citation. Cet ouvrage de Hartog, dans cet ouvrage, Hartog fait référence à deux éléments fondamentaux. Le premier insiste sur une considération restreinte qui renvoie à se poser la question de savoir comment une société traite son passé. Et le second engage une considération plus large, dans le sens qu'il voit le régime d'historicité comme un outil servant à désigner la modalité de conscience de soi d'une communauté humaine. Ces sociétés, d'après Hartog, entrent dans ce qu'il appelle une sorte de présentisme, où la mémoire conditionne
d'une façon démesurée le présent des gens. En fin de compte, je m'appuie sur la considération de Marie-Claire Lavabre pour attirer l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas d'internationaliser la mémoire pour signifier son absence de décalage entre les auteurs. Ces décalages sont d'abord d'ordre temporel. S'il est vrai que l'émergence de la notion dans le débat politique, d'une part, et comme objet des sciences sociales, d'autre part, connaît des rythmes différents ici et là. Ils sont également d'ordre théorique en ce sens que les contenus donnés à la notion de mémoire, les traditions épistémologiques ou les auteurs de référence qui l'apportent ne sont pas nécessairement équivalents. À défaut d'être à coup sûr représentatifs, les écrits français autorisent un bilan, une forme de mise en ordre des diverses connotations de la notion de la mémoire, quitte à garder à l'esprit, au-delà des divergences observables esquissées en amont, divergences temporelles, théoriques et historiques, les divergences existent elles aussi du fait même de l'internationalisation de la problématique de la mémoire. La question de la mémoire, de surcroît, a des références orthodoxes, à commencer par Maurice Holbach, penseur pionnier de la mémoire collective, et à terminer par Pierre Nora sur les lieux de mémoire, grande œuvre qui plus caractéristique du moment mémoriel qui nous préoccupe présentement. La mémoire est aujourd'hui un objet majeur dans les sciences sociales et un enjeu récurrent dans les débats publics et politiques, dans lequel se mêle la prise de position des acteurs proprement dit politiques et celle des observateurs, des analytiques de phénomènes mémoriels. Pour finir, il paraît que cohabitent aujourd'hui trois grandes problématiques, trois grands paradigmes de la mémoire. Le premier paradigme est celui des lieux de mémoire de Pierre Nora. Le deuxième est celui du travail de mémoire auquel le nom de Paul Ricoeur est associé. Et le troisième est celui des cadres de la mémoire issus des réflexions de Maurice Holbach sur la mémoire collective, c'est-à-dire sur les conditions sociales de production et d'évocation des souvenirs. Si ces trois paradigmes cohabitent et se superposent parfois, ils ont cependant chacun une histoire propre, révèlent des chronologies différentes, s'ancrent pour l'essentiel dans des disciplines différentes et se mobilisent sur des objets différents. Alors, c'est pour le moins une partie des réflexions que j'émets dans le cadre théorique de mon travail de recherche. Donc, alors, comme il a été mentionné et que vous l'avez vu, il y a ce va-et-vient qui se fait entre les concepts de mémoire sociale, mémoire individuelle, mémoire collective, mémoire culturelle. On va essayer de voir pour chacun de ces concepts qu'est-ce qu'on peut en tirer. La mémoire sociale est le processus par lequel les individus et les groupes se souviennent et interprètent le passé. Elle est construite à partir de souvenirs, de récits et des représentations qui sont transmis par la culture, l'éducation et les médias. La mémoire sociale est un outil puissant pour comprendre le présent et façonner l'avenir. Elle permet aux individus et aux groupes de se rappeler des expériences passées et de les utiliser pour comprendre leur identité et leur place dans la société. Si on veut, par exemple, prendre un exemple, si on veut rester, par exemple, dans le cadre de la mémoire de l'esclavage en Haïti. Par rapport à la mémoire de l'esclavage en Haïti, il y a deux sortes de mémoire en duel.
il y a d'abord la mémoire officielle qui présente tout ce qu'il y a d'héroïsme, tout ce qu'il y a de bravoure, tout ce qu'il y a d'enchanteur chez les héros de l'indépendance. Ben, ouais, si on peut l'appeler ainsi, chez les héros de l'indépendance. Tout ce qui a forgé le côté héroïque de l'histoire haïtienne. Ça, c'est la mémoire officielle. Mais maintenant, si on va regarder, par exemple, dans les rapports entretenus entre les gens, on va voir, par exemple, ça explique un autre rapport à la mémoire. Par exemple, la mémoire sociale. Qu'est-ce qu'on retient de la mémoire sociale? Certainement, on peut dire que la mémoire officielle influence la mémoire sociale à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le petit gars dans le fond fin je ne sais pas, donnez-moi un nom, un trou coucou, de Liancourt, Tout cochon, de tout La cochon, Victoire, de tout Moron. cochon, Hein? tout cochon, Beaumont, De tout cochon de Beaumont. Ben, le gars le plus, je sais pas, le moins instruit, le moins scolarisé, il n'a pas peur de se lever la tête quand il doit parler de l'histoire d'Haïti, de se dire que nous avons fait 1804. Et c'est un point pour le moins positif dans le sens que par rapport à tout ce que nous traversons aujourd'hui, on peut considérer que c'est tout ce qui nous reste. 1804, c'est tout ce qui nous reste. Donc, si on doit accepter que la mémoire officielle influence la mémoire sociale, eh bien, ça, on peut considérer que ça a un côté positif dans le sens que ça nous permet de nous conforter à quelque chose, de nous accrocher à quelque chose, disons mieux, pour tenter d'exister. Mais si on doit s'asseoir sur tout ce qu'il y a de partager autour de cette mémoire sociale, on dira que dans nos rapports quotidiens, il y a tellement de choses qui rappellent l'esclavage, dont on ne fait même pas mention, dont on ne fait même pas allusion. Par exemple, comme un nègre. Le mot nègre, c'est quelque chose que nous, en Haïti, nous revendiquons. Et c'est la rare société noire. C'est la rare société noire. Haïti est la rare société noire qui revendique la négritude, sa négritude. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis pour que vous ne fassiez pas cette erreur, de penser que, par exemple, à parler du terme, du mot nègre, d'ailleurs, c'est un mot qui est presque considéré comme péjoratif dans les sociétés occidentalisées, dans les sociétés occidentales. Il faut toujours surtout faire attention à ce qu'on dit quand on se trouve en la présence d'une personne noire. Parce que tout noir n'est pas haïtien. Donc, ce que toi, tu considères comme permis chez toi n'est pas forcément le cas pour une autre personne de couleur noire qui n'est pas haïtienne. Donc, je vous le dis pour que vous fassiez attention quand vous rencontrez quelqu'un et que vous devez traiter des termes qui relèvent qui font référence à notre couleur de peau ou tout ce qui a à voir avec la négritude, en quelque sorte. On a, par exemple, dans nos rapports quotidiens, dans nos codes langagiers, dans nos codes linguistiques, par exemple, sachant que le créole est une langue tellement imagée, et c'est tellement intéressant aussi de voir l'image dans nos paroles. Par exemple, on dit « Oh, sac la loup ou poids 50 ». Mais le poids 50, ça fait référence à une partie très douloureuse de notre mémoire. Mais cette partie de notre mémoire n'est pas valorisée par la mémoire officielle. Parce que tout ce qui est valorisé par notre mémoire lié à l'esclavage, c'est la bataille
la résistance à l'esclavage, c'est la bataille de l'indépendance, c'est 1804 qui nous fait ce que nous sommes, qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, c'est tout ce qui est valorisé dans la mémoire, en faisant référence à l'esclavage. Alors que la mémoire sociale, elle, développe un tout autre rapport. Entre autres, le rapport, certains éléments de la mémoire officielle sont tirés, tel que je vous l'ai dit, en parlant de 1804. Le gars de Troukoukou, de Foncochon, lui, il parle il revendique son haïtianité, il revendique tout ce qui est, je ne sais pas, haïtien, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est élogieux par rapport à notre passé. Il n'est pas obligé d'être scolarisé pour le faire. Ça sort naturellement. Et c'est quelque chose qui paraît incompréhensible pour certains peuples de voir que, en dépit de notre condition de vie, mais l'haïtien, il exprime, mais vraiment sans embarras, son passé, sa fierté. Donc, moi, c'est pourquoi moi je dis qu'il vaut mieux que ça soit comme ça, parce que si on enlève 1804 aux Haïtiens, il n'est plus rien. Donc, oui, je prenais l'exemple, par exemple, de l'image dans nos conversations. Qui fait référence à ces éléments. Par exemple, loup ou poids 50, dans nos salutations, comme un aiguier, nègre en forme, l'autre nous t'es relevé encore. L'autre nous t'es relevé encore. En tout cas, mais au moins, ça nous donne plus ou moins une idée de ces éléments. Mais c'est qu'il y a d'autres qui viennent dans tête nous, pas hésiter à nous mentionner ou quoi. OK? Il est passé job. L'aide passé job, c'est peut-être pas, ça peut être, on nous devrait mettre sous compte, de superstition, de notre représentation de l'autre, mais pas un lien avec notre mémoire de l'esclavage qui est très enfouie et qu'on n'a même pas conscience dans nos rapports, dans les rapports que nous développons. Et par exemple, même la question, par exemple, le phénomène de rester avec, par exemple, c'est un phénomène qui pose problème, en quelque sorte. C'est un phénomène qui pose problème, la façon dont... Et on a comme le sentiment que c'est quelque chose d'organisé dans la société. C'est comme on s'entend sur cette affaire. Oui, il y a des luttes qui ont fait contre ça, mais ça n'a pas empêché que considérer que ça gagne forcément quelques rapports avec notre passé esclavagiste ou d'esclavage, donc qui parfois entraîne dans une dynamique de regarder l'autre de haut. Et puis, c'est comme quand on se trouve dans la position de prendre la place du bourreau, donc on le fait avec joie, on le fait à cœur joie. La mémoire individuelle est un outil précieux pour comprendre le passé et pour apprendre de ses erreurs. Elle permet aux individus de se souvenir des événements passés et de les utiliser pour prendre des décisions plus éclairées dans le présent et dans l'avenir. La mémoire individuelle est également importante pour la compréhension des autres et pour la construction de son identité personnelle. Maintenant, par rapport à la mémoire collective, on dirait que c'est un concept, la mémoire collective est un concept qui désigne l'ensemble des souvenirs, des croyances et des connaissances partagées
par un groupe social. Elle est le produit de l'expérience et de l'histoire collective d'un groupe et se transmet de génération en génération. La mémoire collective est donc une forme de mémoire qui permet aux individus de se rappeler le passé et de le transformer aux générations futures, de le transmettre, pardon, aux générations futures. Elle est considérée comme un outil essentiel pour comprendre le passé et préparer l'avenir. En d'autres termes, selon Goran Zubak, la mémoire collective est le souvenir d'un événement que les gens n'ont pas vécu, mais qu'ils partagent ensemble. Par exemple, pour faire référence à la mémoire à l'époque de l'esclavage. Ce type de mémoire peut prendre la forme d'une statue, d'un monument ou d'un musée, tout ce qu'on veut pour essayer de rappeler les gens de ce qui s'est passé à tel moment de l'histoire. Mais aussi, selon Michael Rawlinson, la mémoire collective est l'interprétation partagée du passé par les membres d'un groupe ou d'une organisation. Ces souvenirs collectifs peuvent être acquis par le biais de brochures et de journaux que quelqu'un a écrits ou de descriptions d'événements, ainsi que par le biais de monuments. Pour montrer le caractère partagé de la mémoire collective, Ana Lucia Araujo, dans ce texte Slavery in the Age of Memory, Engaging the Past, c'est un texte que je considère comme un texte de chevet pour moi dans le cadre de mes recherches doctorales. Ana Lucia Araujo écrit ceci. La mémoire collective reposant sur la transmission, les familles de riches marchands et propriétaires d'esclaves, qui portent encore aujourd'hui le nom de leurs ancêtres, tendent à avoir des récits oraux, des narrations, des documents et des artefacts mieux conservés, ce qui leur permet d'accéder à des parties de leur passé et qui, à son tour, alimentent leur mémoire collective. Mais en même temps, tout, il y a un danger qui convient, par exemple, dans le cas de ces personnes qui constituent, par exemple, la superstructure, ils tendent souvent à déformer le cours de l'histoire, pas le cours de l'histoire, pardon, le discours sur la mémoire à l'heure pour essayer de se donner bonne conscience, pour essayer de se donner une bonne image, une meilleure image par rapport à leur passé d'esclavagiste. Pour ce qui est de la mémoire culturelle, la mémoire culturelle est l'ensemble des souvenirs, des traditions et des croyances qui sont transmises d'une génération à l'autre. Elle est le produit de l'histoire et de la culture d'un groupe et peut être considérée comme un patrimoine commun. La mémoire culturelle est le résultat des expériences et des savoirs accumulés par des générations précédentes et qui sont transmis aux générations suivantes. Elle est donc un moyen de comprendre le passé et de s'en inspirer pour construire l'avenir. Et du point de vue de Ana Lucia Araujo, au cours des 3 dernières décennies, un nombre croissant de groupes organisés d'acteurs sociaux qui s'identifient comme des descendants de personnes réduites en esclavage se sont engagés dans des activités de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite atlantique. Elle ajoute pour dire que, bien que ces initiatives prennent des formes différentes, le chapitre dans ce livre intitulé « Sanctuaire de la mémoire culturelle » se concentre sur la mémoire culturelle de l'esclavage, une modalité de la mémoire en dialogue avec la mémoire collective. Elle englobe la commémoration et les rituels qui, en fin de compte, ont le pouvoir de permettre aux gens d'accéder le passé de l'esclavage, d'accéder au passé de l'esclavage, non, d'accepter le passé de l'esclavage dans le présent. Donc, je relis cette phrase, je dis, elle englobe la commémoration et les rituels qui, en fin de compte,
ont le pouvoir de permettre aux gens d'accepter le passé de l'esclavage dans le présent. Donc, cette réflexion se trouve à la page 39 de ce livre, Slavery in the Age of Memory, Engaging the Past. C'est un texte, mais vraiment, si nous gagnons, m'encouragez-nous pour chercher procurer nous pour nous lire. Alors, on va nous entrer dans l'autre point. Nous. Est-ce que gagner de réflexion que nous entendons, nous envie partager à partir de cette partie que je viens de vous présenter? Personne? On va avancer, monsieur. On va avancer. Je ne pas trop comprendre, Sanet. OK. On avance. Alors, dans notre syllabus, dans le chapitre, dans le présent chapitre, à côté de traiter de la question qu'est-ce que la mémoire qu'on a élaboré suffisamment, il nous convient de traiter la mémoire en contexte muséal. Alors, pour moi, je dis juste que la mémoire en contexte muséal se réfère à la façon dont les musées et les institutions culturelles peuvent conserver et présenter des souvenirs et des histoires. Les musées sont des lieux où les gens peuvent apprendre et se souvenir des événements passés, des cultures et des traditions. Les musées sont également des lieux où les gens peuvent partager leurs souvenirs et leurs histoires avec d'autres personnes. Les musées peuvent jouer un rôle important dans la préservation de la mémoire collective. Ils peuvent aider à conserver des objets, des documents et des images qui représentent le passé. Les musées peuvent également offrir des programmes éducatifs qui aident des visiteurs à comprendre le passé et à comprendre comment ils peuvent s'appliquer au présent. Dans les musées, les musées peuvent également être des lieux où les gens peuvent se réunir pour partager leurs souvenirs et leurs histoires. Ils peuvent organiser des expositions, des conférences, des ateliers et d'autres activités qui encouragent les visiteurs à partager leurs souvenirs et leurs histoires. Alors, cette approche m'est venue par rapport à tout ce que moi j'ai comme conception par rapport à l'idée de traiter la mémoire en contexte muséal. Et alors, il y a un chapitre dans un chapitre dans ma thèse, il y a un point où je vois, par exemple, comment les musées traitent l'esclavage. J'essaie de présenter, par exemple, à partir à la limite des documentations que j'ai en ma possession, une historique de présentation des musées, dans les musées, des expositions sur l'esclavage, par exemple. Pas la mémoire, c'est comme l'esclavage, comment les musées en Haïti se représentent l'esclavage. Par exemple, nous avons eu en 2004, à l'approche de la célébration des 200 ans de l'indépendance, une exposition qui a été tournée au musée du Panthéon national haïtien, une exposition intitulée
d'Haïti à Haïti, la liberté conquise. C'est une exposition qui a été tournée, présentée par le MUPANA, par la direction d'alors, sous la direction de Marie-Lise Sylvendris, qui est, disons, une muséologue chevronnée, pour ne pas dire une des plus grands muséologues haïtiens. Il était réalisé exposition ça qui par la suite, une exposition qui par la suite pourra tourner par les Anneaux de la Mémoire. Les Anneaux de la Mémoire, qui c'est une association nantaise qui a pris naissance à Nantes, en France, qui a même demandé MUPANA une collaboration pour que il pris une exposition ça, il pourra tourner à la Guadeloupe, à la Martinique en Guadeloupe, et même en France, aussi à Nantes, côté que vous pourrez tourner l'exposition ça. Mais nous allons gagner quelques temps plus tard, en 2016, fin 2016, début 2017, une exposition qui est issue d'une collaboration internationale qui est intitulée Mémoire libérée. Mémoire libérée, c'est une collaboration internationale qui est venue bailler lieu à l'exposition ça, qui est venue tourner dans plusieurs pays. Donc, fin 2016, début 2017, excusez-moi, c'était le tour d'Haïti, côté que était tourné l'exposition ça. Donc, elle était tournée au Brésil, au Bénin, à Cuba, en France. Donc, elle était tournée Trinidad tout. Donc, c'est ça. Maintenant, à côté de travail, alors de expérience MUPANA dans l'exposé esclavage, nous allons gagner le musée du parc historique de la canne à sucre qui prend avant 2020, disons autour de 2016-2017, presque à la même époque, présenté, en fait, sachant que ce qui est intéressant avec ce site, c'est que ce musée est créé, est érigé sur une ancienne habitation sucrière qui bat tout sens par rapport à ça, la PCE racontée. Donc, qui présentait le passé de la colonisation et de l'esclavage à Saint-Domingue. Donc c'est, je pense que l'exposition, ça peut-être est toujours là jusqu'à présent, parce que ça devrait faire partie de l'exposition permanente du musée, avec un travail de scénographie qui a été illustré par Chevelin Illustration. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un travail assez intéressant. Mais à côté de ça aussi, on a le musée Augier-Fonbrun à Moulins-sur-Mer, qui lui-même, toute exposition permanente, lui reposait autour de l'histoire de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage. Donc, c'est comme présenter l'esclavage sur ses différentes facettes, et sachant aussi que c'est un musée qui est construit sur un site, sur une ancienne habitation sucrière aussi, donc, dont la famille Fonbrun a fait l'acquisition autour des années 70. Et ils ont fait un musée sur le site qui raconte l'histoire de l'esclavage à leur façon, à leur manière aussi. Donc, au moins, nous avons dit que gagner de efforts qui fait en Haïti pour expliquer l'esclavage, présenter l'esclavage et sa mémoire de différentes façons. Mais je me dis que traiter la mémoire en contexte muséal, il y a beaucoup plus à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis misé sur l'offre de programmes éducatifs qui aident les visiteurs à comprendre le passé et à voir comment ils peuvent s'appliquer au présent, mais aussi de voir comment partager les souvenirs, les histoires, en utilisant des expositions, davantage d'expositions, des conférences, des ateliers, des activités de remémoration, tout ça là.